Donc rebonjour, nous allons redémarrer cette journée avec une présentation qui va concerner cette fois-ci l'échelle de l'Occitanie, l'échelle régionale. Donc je vais vous laisser vous présenter pour que vous vous expliquiez un petit peu pour qui vous travaillez et pourquoi. Merci. Bon, je ne sais pas si on pourra tout dire, mais on va quand même essayer. On a prévu de traiter le sujet, les liens armée-industrie de défense à l'échelle de l'Occitanie à deux voix. Donc moi, je suis Florent Galco, je suis le délégué régional des armées pour la région Occitanie. En fait, dans chaque région administrative, il y a un conseiller armé auprès du préfet de région. Et je suis accompagné d'Olivier Trelka. Donc, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Olivier Trelka, moi je suis l'attaché de l'industrie de défense en région. J'appartiens à la DGA et plus précisément à la direction de l'industrie de défense, dont je parlerai tout à l'heure. Et mon rôle est d'être l'interlocuteur de premier niveau des entreprises de la BITD ainsi que des acteurs du développement économique régional. Merci Olivier. Nous, notre rôle, nous sommes les régionaux de l'étape. Et notre rôle, c'est faire le lien entre le territoire, Occitanie, les services de l'État et surtout nos échelons parisiens sur nos périmètres respectifs. Mais on travaille également ensemble. Alors, Caroline, on va parler effectivement de l'échelle de l'Occitanie, mais on va certainement déborder parce que les politiques qui sont mises en œuvre sont des politiques nationales qui ont forcément des points d'application au niveau régional. Pour traiter le sujet, déjà, on va parler des forces armées en Occitanie, parce que quand on parle d'industrie de défense, elles répondent à un besoin, et répondent avant tout à un besoin opérationnel, celui du ministère des Armées. Je rappelle simplement, le ministre des Armées, il a 3 grands subordonnés dans son ministère. Il a le secrétaire général pour l'administration, qui s'occupe de toutes les affaires de technostructure, le programme soutien à la politique de défense, l'infrastructure, le domaine juridique, le domaine RH, le domaine financier également. Premier grand subordonné. Deuxième grand subordonné, bien sûr, le chef d'état-major des armées. C'est lui qui commande l'ensemble des armées quand il y a une opération, quand il y a une crise. Il commande, il fait sa génération de force avec des unités de l'armée de terre, avec les unités de l'armée de l'air et de l'espace, avec la marine si besoin. Et puis troisième grand subordonné, la DGA, la Direction Générale de l'Armement, qui vraiment là fait le lien, c'est le monde militaro-industriel qui fait le lien entre l'expression du besoin des militaires et des industriels, parce qu'il faut être capable de parler, il faut des ingénieurs militaires pour traduire le besoin opérationnel, donc l'effet à obtenir sur le terrain, le transcrire aux industriels. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau les armées en région Occitanie? On a à peu près toutes les armées qui sont représentées en région Occitanie. Une forte composante armée de terre. On a 2 brigades qui sont présentes. La 11e brigade parachutiste, dont l'état-major est à Toulouse. On a ensuite l'état-major à Nîmes, la 6e brigade légère blindée, 6e BLB. Ça, c'est vraiment l'armée de terre. Depuis peu, on a l'armée de l'air et de l'espace. Enfin, depuis peu, ça a été fermé, on avait une base aérienne, la première d'ailleurs, puisqu'on a parlé d'histoire ce matin, la première qui a été créée en 1934 à Francazal, la base aérienne 101, qui a été fermée dans les années 2010. Et depuis, en 2019, on a créé et installé à Toulouse le commandement de l'espace. Donc on a des représentants de l'armée de l'air et de l'espace qui sont installés sur le site du CNES. On a bien sûr la DGA qui est présente à Toulouse et qui depuis début mars s'appelle maintenant DGA Technique Aérospatiale. Avant s'appelait DGA Technique Aéronautique, et on comprend que avec ce champ de l'espace, l'installation du commandement de l'espace à Toulouse, la DGA a souhaité changer son nom. On a également un petit peu de marins qui sont sur le site de Météo France. C'est le centre interarmé du soutien météo-océanographique des forces
qui donne la météo opérationnelle pour les forces qui sont les marins qui sont en train de naviguer. Ces unités sont réparties de manière assez différenciée sur la région Occitanie. Vous l'avez ici, hein, en raison du... Bon, je n'ai pas mis les effectifs, les régiments, parce que tout ça, c'est lié un petit peu... c'est pas très... c'est un peu confidentiel, mais voilà, je vais le dire un petit peu. Ces unités sont représentées en 4 bases de défense. Les bases de défense, c'est ce qui permet de soutenir, c'est un petit peu la technostructure des forces. Les forces se consacrent à leur activité opérationnelle. Et derrière, en termes d'infrastructure, en termes de déplacement, il y a des bases de défense qui les soutiennent. On en a 4 en région Occitanie. Cette diapo, c'est pour avoir... pour montrer un petit peu, on a des départements qui sont très fournis en effectifs militaires. C'est le cas, on a 2 départements qui ont plus de 4000 personnes du ministère des Armées. C'est le cas de la Haute-Garonne et c'est le cas du Gard. Il y a des départements où ce sont des déserts militaires. C'est le cas du Gers, le cas de la Lozère. Des effectifs assez réduits dans le Lot, dans l'Hérault, depuis la nouvelle carte militaire, hein, la disparition de l'EAI à Montpellier. Et puis sinon, dans certains autres départements que vous voyez en couleur moyenne, c'est de l'ordre d'1 ou 2 régiments qui sont présents. On a installé en 2015 les légionnaires sur le plateau du Larzac, dans l'Aveyron, 1300 légionnaires, qui ont permis la montée en puissance de la force opérationnelle terrestre, ce qu'on appelle la flotte 77 000 hommes. Pour faire le lien avec l'industrie de défense, en fait, l'industrie de défense n'est pas corrélée aux effectifs réels des agents, des ressortissants du ministère des Armées. Parfois, on a une certaine concomitance. Par exemple, c'est le cas dans la Haute-Garonne, en Haute-Garonne ou dans le Gard, où on a une forte industrie de fournisseurs de la défense, mais sur d'autres départements, c'est vraiment pas corrélé. On parle bien sûr des liens armée-industrie, donc on va passer un petit peu. Moi, ce que je vous donne là, ce sont les chiffres 2021 qui sont issus du bulletin de l'Observatoire économique de la défense de juillet 2023. Ce sont les données 2021. En 2021, globalement, donc là je dépasse le cadre régional, mais pour le cadre national, le ministère des Armées a versé 24 milliards d'euros à ses fournisseurs. Alors quand je dis fournisseurs, c'est à la fois des fournisseurs de la défense d'armement, mais aussi des fournisseurs des autres segments d'achat. On a 18 segments d'achat qui permettent d'acheter du mobilier, de la circulation, de l'infrastructure, de la gestion des déchets, des véhicules. Voilà. Grosso modo, ça c'est le poids national du ministère des Armées. Et les paiements en Occitanie étaient en 2021 de 147 millions d'euros. Quand on dit paiement, vous savez qu'au ministère des Armées, comme dans la fonction publique en général, quand on parle d'investissement, on a 2 monnaies. Nous avons des autorisations d'engagement. Grosso modo, quand on passe une commande, quand on voit les commandes, tout à l'heure, on a parlé d'exportation, où il y avait 10 milliards d'exportations, ce sont les commandes. L'unité de compte des commandes, ce sont les autorisations d'engagement. Ensuite, vous payez au fur et à mesure des livraisons. Et ça, c'est ce qu'on appelle les crédits de paiement. Donc là, les chiffres que vous avez ici, ce sont les crédits de paiement qui parfois s'étalent. En fait, on a des clés de répartition sur les programmes d'armement. Il y a des jalons. Sur l'infrastructure, c'est pareil. Il y a des jalons à la livraison. Au total, on a à peu près 24 000 fournisseurs, dont 20 000 PME. Donc c'est là où on voit l'impact des PME sur l'industrie. Et pas que la BITD. 86% de ces paiements concernent les programmes équipement des forces. On en a parlé un petit peu ce matin. Équipement des forces, c'est le programme de la DGA.
et également le programme emploi des forces. Ce sont les programmes des armées pour l'entretien des matériels. On a parlé aussi rapidement ce matin de la mission défense. La mission défense, il y a donc ces deux programmes-là, équipement des forces, préparation et emploi des forces armées, et deux autres programmes, environnement et prospective de la politique de défense, c'est le programme 144. On en a parlé un petit peu aussi quand ce matin, le conférencier, l'intervenant parlait de Thales, le financement de l'innovation. Il y a des programmes spécifiques, avant ça s'appelait les programmes d'études amont, donc ils sont très en amont de la recherche, qui permet de cofinancer un petit peu la recherche industrielle. Et puis on a un quatrième programme, c'est tout ce qui vient en soutien des bases, des régiments. Sur place, c'est le programme soutien de la politique de défense. Parce que les armées ont besoin, vous avez vu, vous avez compris qu'on a fait des bons technologiques sur les équipements, on a besoin de hangars adaptés, on a aussi besoin de casernement, d'hébergement pour les hommes, et on a aussi besoin d'infrastructures pour les familles parfois. Tout ça, ça contribue à... c'est un facteur de fidélisation des militaires. On y reviendra si vous voulez. Vous avez un petit peu les spécialités également sur la diapo de l'Occitanie. Ça, bien sûr, sans secret, c'est l'aéronautique, le spatial, défense, sécurité, qui constitue une partie importante des fournisseurs des armées. Alors, on l'a dit, c'était très intéressant ce matin, toutes les interventions. Juste avant de passer la parole à Olivier pour regarder plus en détail la BITD, il y a des aspects qui sont actuellement structurels et des aspects qui sont conjoncturels. Structurel, c'est plutôt le cadre des lois de programmation militaire. Vous savez comment ça se décline. On a généralement un livre blanc qui décrit sur une quinzaine d'années les capacités à obtenir face à une menace. Et ensuite, c'est décliné en lois de programmation militaire qui sont de 6 ans, bon, celle-ci est de 7 ans, qui permettent d'assurer la cohérence, nous ce qu'on appelle la cohérence physico-financière. C'est-à-dire que vous savez que les budgets, les ressources budgétaires sont contraintes. Donc avec ce qu'on a en ressources budgétaires, on regarde ce qu'on peut acquérir en investissement et ensuite également en fonctionnement. Donc ça, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc c'est plutôt conjoncturel. Et après, c'est plutôt structurel, pardon. Et l'autre point, c'est plutôt structurel, mais ça, c'est la guerre en Ukraine, vous l'avez compris. Je vous ai mis trois photos. C'est suivi régulièrement la situation en Ukraine parce qu'on a besoin d'en connaître pour se réadapter. Il y a des conséquences sur ce qui se passe en Ukraine, sur la posture et l'organisation de nos armées. Donc vous avez une situation 23 mars 2022, quasiment un mois après le début du conflit. Et puis après, vous avez une situation un an après, au 31 mars 2023. Et puis la dernière situation en mars 2024. Vous voyez qu'au départ, on était sur des guerres, enfin vous l'avez compris, hein, c'était plutôt du mouvement à la conquête de territoire. Et puis dès fin 2023, on est plutôt sur du positionnement. Et ce qui explique que c'est très compliqué de faire des contre-offensives alors que les gens ont eu le temps, et notamment les forces russes, de s'installer dans la défensive. Donc ça, c'est vraiment très, très compliqué. Sur la loi de programmation militaire, la loi de programmation militaire, son objectif, c'est faire face aux nouvelles menaces. Et surtout, de passer d'une logique de flux à une logique de stock. C'est un petit peu ce qui a été dit ce matin. Je le dis avec d'autres mots. Elle a un double effet de cohérence, une cohérence à la fois verticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait l'acquisition d'un équipement majeur, la LPM permet d'avoir tout ce qui va avec, c'est-à-dire les stocks de munitions, les rechanges, le carburant. Il est vrai que avec la technologie, l'augmentation du niveau technologique,
la variable d'ajustement a plutôt été donnée aux munitions et aux éléments accessoires. Et là, on a compris qu'il était absolument important de reconstituer les stocks, à la fois pour nos armées, mais aussi pour approvisionner l'Ukraine. Donc il y a un double effet, si je peux dire. Et une autre cohérence, une cohérence horizontale, par exemple pour l'armée de terre, elle travaille avec des combinaisons de forces. Ça ne sert à rien d'avoir que de l'infanterie ou que de la cavalerie. Il faut avoir de l'infanterie, de la cavalerie, ce sont les armes de mêlée. Il faut avoir des armes d'appui, des armes de soutien. Tout ça, c'est vraiment une combinaison qui doit être faite en toute cohérence. C'est un petit peu ce qu'on disait ce matin. Est-ce qu'on doit faire le choix entre un budget de la défense augmenté ou des budgets pour l'éducation nationale, la santé? Enfin, c'est pas en ces termes-là que ça peut se poser. Ça se pose en termes de cohérence. Ça ne sert à rien d'avoir qu'un système de santé ultra performant si derrière il n'y a pas d'éducation et si on n'a pas de quoi se défendre. Ça ne sert à rien de tout mettre sur la défense si derrière on n'a pas un système d'éducation qui est valable. Donc ça, c'est un petit peu le but de la LPM, c'est restaurer cette cohérence. Elle permet aussi de faire face à ce qui est revenu au goût du jour avec la guerre en Ukraine, c'est-à-dire les conflits de haute intensité. Vous avez certainement entendu parler et vu peut-être sur le terrain l'exercice Orion, qui a eu lieu en début d'année dernière. Tout ça, c'est pour... et si je le dis, c'est parce que ça a un lien avec ce qui est commandé à l'industrie de défense. Retour des conflits de haute intensité. Il y a quelque temps, l'armée de terre, les armées étaient plutôt orientées sur les opérations extérieures. Et le pion de base, en fait, quand vous parlez de l'armée de terre, c'est comme si vous aviez un Lego sur la table, des pièces de Lego détachées, et en fonction de la menace et de l'intervention que vous avez, sur laquelle vous allez intervenir, vous générez votre force. Il y a quelque temps, l'unité, le pion de base, c'était le groupement tactique interarmes. Avec la LPM, maintenant, c'est devenu la brigade. Et je vous l'ai dit, on a 2 brigades en région, la 11e brigade parachutiste et puis la 6e brigade légère blindée. Une brigade, c'est 7500 hommes, donc la LPM, elle prévoit ça, et elle prévoit même le niveau supérieur, puisqu'elle prévoit de pouvoir activer, dans un délai de 30 jours, de générer une division à 2 brigades renouvelables sous 30 jours. Donc c'est vraiment une préparation, et ça c'est pour 2027. C'est vraiment l'étape voilà, qui fait face aux conflits de haute intensité. On a parlé aussi ce matin de réquisition, de choses comme ça, c'est tout à fait réel. Il y a un décret sur lequel moi j'attire votre attention, c'est le décret du 28 mars de cette année, le décret 2024-278, qui traite de la sécurité des approvisionnements et des forces armées et des formations rattachées. C'est un décret qui est pris dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030 et qui peut imposer, notamment aux entreprises fournisseurs de la défense, de constituer des stocks de composants, de matières, de pièces de rechange ou de produits semi-finis. Donc c'est vraiment une traduction de la loi. Donc c'est la réalité. On n'est plus dans la supposition. L'autre point qui est très conjoncturel, et vous allez voir, c'est vraiment en lien avec la partie LPM. Dans la guerre en Ukraine, il y a quelques enseignements qu'on va rappeler très rapidement. Déjà, dans un premier temps, c'est le retour de la rhétorique nucléaire, puisque pour l'instant, ce sont des forces conventionnelles qui s'affrontent, mais il y a toujours ce risque-là avec le président russe. La guerre, elle a lieu dans les 7 champs de conflictualité. La terre, l'air, mer, espace.
au début, le premier conflit qu'il y a eu avant l'invasion de l'Ukraine, c'est destruction de satellites de communication. Cyber, informationnel et puis électromagnétique. Donc en fait, tous ces champs-là font que la base industrielle technologique de défense va être orientée pour alimenter et faire face à ces différentes menaces qui prennent corps dans ces différents champs. Je ne vais pas détailler tous les autres enseignements de la guerre en Ukraine. Il y en a un qui est absolument important, c'est que la guerre reste avant tout un affrontement des forces morales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous le voyez bien, ce qui se passe entre l'Ukrainien, le soldat qui défend sa famille sur son territoire, et puis le conscrit ou le prisonnier russe qu'on sort de sa cellule pour aller combattre. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, il a arrêté de parler de lien armée-nation. À la place, il parle de lien nation-armée. En fait, c'est le même schéma que Kennedy, lors de son discours inaugural en janvier 1961. Il a dit, ne vous demandez pas, il a dit ça aux Américains, ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire à l'État. Et ça rejoint le sujet des forces morales. On a vraiment besoin de développer l'esprit de défense. Et puis juste, et avant de laisser la parole à Olivier, j'ai posé une question ce matin une remarque sur le missile Aster de la FREMM qui avait détruit des drones. C'est pas que le drone allait détruire la FREMM, il y avait assez peu de chance. Mais simplement, ça illustre le fait que jusqu'ici, on était équipé pour affronter d'autres armées conventionnelles. Et ça faisait du sens. Là où on est moins à l'aise, c'est pour intervenir du faible au fort, par exemple. Et ça veut dire que dans l'avenir, il faut qu'on soit en capacité, notamment en défense aérienne, à la fois d'intervenir sur des drones du commerce. Effectivement, 10 000 par mois, on les fabrique. Nous, on va certainement passer à ça, c'est-à-dire que vous pouvez très bien imprimer avec de l'impression 3D des drones. Il faut qu'on soit en capacité de détruire à la fois ces petits drones du commerce qui sont bricolés avec des grenades. Regardez, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé, la guerre entre Israël et Gaza. Il y a des drones qui ont détruit des chars Merkava. Enfin, pour ceux qui connaissent, le char Merkava, c'est quand même un bon char. Mais le chef de char israélien est avec ses jumelles, la tape du char ouverte. Un drone s'est mis au-dessus avec une grenade. Il a tombé la grenade dans la tape. Tout l'intérieur du char est détruit. Donc il faut apprendre à la fois à traiter ce type de menace-là, jusqu'à traiter dernier cri, c'est-à-dire les missiles hyper véloces. Donc vous voyez le champ, le spectre d'intervention que cela demande. Sur les drones, c'est à la fois un effet structurel et à la fois conjoncturel. Au départ, il y a eu beaucoup de dégâts réalisés par les drones. Les Ukrainiens ont réussi à les contrer avec de la guerre électronique. Ensuite, les Russes sont intervenus avec de l'intelligence artificielle. Si j'avais un petit peu d'eau, ce serait pas mal. J'en ai dans ma boîte. Non, mais les Russes sont intervenus en intégrant de l'intelligence artificielle. Après, les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des écrans de fumée. Les Russes sont intervenus en ajoutant, l'intelligence artificielle, ça permettait de passer en dessous des radars. Ensuite, en fait, c'est la course entre le boulet et la cuirasse. On a mis des écrans de fumée. Les autres sont équipés en caméra thermique. En face, on a mis des flashs pour brouiller le thermique. Donc en permanence, on est sur la course à l'adaptation.
Et tout ça, ça veut dire qu'on est un petit peu sorti du champ traditionnel où on avait un ennemi bien défini, un ennemi conventionnel. On a le militaire, on a les choses civiles. Pendant longtemps, on a traité les drones comme des drones militaires, un petit peu moyenne portée, longue endurance. Les drones américains avec la capacité, enfin les drones Reaper. Et de l'autre côté, on disait non, ça, les petits drones, c'est civil. Et maintenant, on a arrêté de travailler comme ça. C'est ce qui a généré aussi la création en 2019 de l'Agence de l'innovation de défense, de manière à faire remonter de l'innovation. On a compris que réagir et raisonner en entre-soi sur des conflits traditionnels, ça n'avait plus grand sens. Je vais laisser donc la parole à Olivier qui va vous expliquer comment s'est organisée la DGA pour mettre en œuvre tout ça et en particulier faire remonter l'innovation et travailler sur la BITD. Merci Florent. Alors donc beaucoup de choses ont été dites déjà ce matin sur la BITD, ce qu'elle est, a priori. Florent a donné aussi des éléments de contexte. Cette BITD, eh bien, il y a une structure, donc, comme l'a présenté Florent tout à l'heure, qui est rattachée directement au ministre et dont la responsabilité, ou une des missions principales, est celle du maintien et du développement de cette BITD. C'est-à-dire que les grands maîtres d'œuvre industriels qui ont la responsabilité de fournir des équipements qui lui sont commandés a une responsabilité vis-à-vis de sa supply chain ou l'ensemble de ses sous-traitants. Mais la DGA, elle, a cette responsabilité en propre d'assurer un suivi. Et ce suivi existe depuis de très nombreuses années, ne s'est pas arrêté dans les années 90 comme je l'ai un peu entendu ce matin. Et aujourd'hui, ça fait partie d'une de ses missions prioritaires, qui est de suivre les entreprises de la BITD. Alors on a dit ce matin, c'est à peu près 4000 entreprises en France, dont à peu près 1000 considérées comme stratégiques, c'est-à-dire dont la défaillance ou une entreprise qui rencontrerait des problèmes aurait un impact très fort sur les programmes et les livraisons de nos matériels. Alors, pour revenir très rapidement sur la DGA, parce que peut-être c'est vrai que quand on parle du ministère des Armées, on parle assez facilement et on le voit naturellement des forces. Ben, la DGA, elle a une vocation, c'est celle d'équiper les forces, c'est-à-dire qu'elle prend en compte les besoins exprimés par les forces, par les opérationnels, c'est-à-dire ceux qui disent moi, pour réaliser ma mission première, j'ai besoin de faire face à telle menace, j'ai besoin d'avoir telle capacité. Et la DGA en fait la traduction vis-à-vis du monde industriel, donc de cette BITD, puisqu'on a rappelé que finalement on ne disposait plus en propre d'arsenaux ou d'entreprises publiques, mais finalement on s'appuyait sur le secteur privé, cette BITD qui est un des éléments, une des caractéristiques particulières est finalement qu'elle est extrêmement duale. Alors, c'est-à-dire, on a vu ce matin, notamment sur les grands maîtres d'œuvre industriels, il y en a certains qui sont à 100% dans la défense. C'est sûr que Nexter, il fait 100% des activités dans la défense. Mais la très grande majorité de cette BITD, donc de ces 4000 entreprises qui sont essentiellement des PME et des ETI, ben finalement, elles sont duales et la part d'activité qu'elles ont pour la défense, ben finalement, est assez minime. Vous avez certaines entreprises qui font 5% de leur chiffre d'affaires dans la défense. Globalement, c'est entre 5 et 20-25%. C'est-à-dire qu'elles ont une part importante de leur activité qu'elles réalisent pour le civil. La raison principale aussi qui finalement nous, défense, nous arrange bien, c'est que finalement on n'est pas en capacité. C'est ce qui a été exprimé aussi ce matin, compte tenu des volumes d'acquisition qui sont les nôtres, etc. De finalement les faire vivre rien qu'avec l'activité défense. Et puis finalement, il y a aussi l'intérêt de cette cross-fertilisation, notamment sur les hautes technologies, entre le domaine civil et le domaine militaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que, c'était sur la planche précédente, mais c'est pas grave, c'est que finalement, ce service, cette direction, elle est en lien avec le monde extérieur. Alors bien entendu, on a dit la BITD, mais aussi des partenaires étrangers, puisque finalement, sur un certain nombre de programmes, naturellement, on travaille avec certains autres pays de l'Union européenne ou plus, notamment la Grande-Bretagne.
Et puis elle travaille également en interministériel avec notamment le ministère de l'économie. J'ai dit que les entreprises étaient duales, et bien finalement les mêmes entreprises sont suivies pour des raisons différentes, pour des secteurs d'activité différentes, par le ministère de l'économie et le ministère des armées, mais également le ministère des Affaires étrangères. On a évoqué ce matin l'importance des exportations d'armement, qui est une des capacités que l'on a et qui finalement est aussi une des missions de la DGA, qui est de soutenir les exportations d'armement. Ouais. Alors, très rapidement, hein, aujourd'hui, voilà, on est à peu près 10 000. On est à peu près 10 000. Vous remarquez quand même un taux de féminisation. Alors, il pourrait être plus important, mais il est déjà de 30%. Une répartition sur le territoire national assez homogène, bien que finalement sur la partie Est ce soit historiquement peu, mais c'est lié au contexte des menaces, notamment de l'époque de la guerre froide, mais finalement qui demeure aujourd'hui vrai. Alors en Occitanie, alors vous voyez, hein, pas mal de centres d'essai. En Occitanie, on l'a dit tout à l'heure, il y a un centre, c'est DGA Technique Aéronautique, hein, qui se trouve aérospatiale, pardon, qui se trouve à Balma, et auquel est rattaché le site d'Odeio, du four solaire d'Odeio. Voilà. On a parlé du contexte d'économie de guerre, et Florent l'a évoqué. En fait, on est aujourd'hui dans une phase de transition. Finalement, le conflit en Ukraine est venu nous rappeler que finalement, la probabilité d'un conflit de haute intensité finalement était loin d'être nulle. Alors, ce discours du conflit de haute intensité, il n'est pas nouveau. Le chef d'état-major actuel, le général Burkhardt, à l'époque où il était chef d'état-major de l'armée de terre, l'évoquait déjà comme une réalité à laquelle il fallait que l'on se prépare. Et finalement, évoquait déjà aussi, et finalement c'est toute l'expérience que l'on tire de ce conflit et des autres théâtres d'opération dans lesquels on a été impliqué, notamment en Afrique, hein, au Mali et autres, sur finalement la rusticité de la menace à laquelle on devait faire face, et comme l'a très bien dit Florent, c'est-à-dire finalement le fait de se retrouver avec des systèmes dits de haute ou voire de très haute technologie par rapport à des menaces qui étaient extrêmement simples. Donc aujourd'hui, dans ce contexte d'économie de guerre qui vise finalement à disposer de l'ensemble des matériels pour faire face à ce nouveau type de conflictualité, eh bien finalement il faut qu'on trouve un équilibre entre la rusticité de l'armement que l'on va développer pour faire face à des menaces elles-mêmes rustiques et qui finalement amènent aussi à gérer la problématique finalement d'un maintien en condition opérationnelle plus simple, d'un coût d'achat et donc moindre, et puis la nécessité aussi de pouvoir conserver, puisque finalement la menace est aussi celle-là, des systèmes qui soient finalement dits de très haute technologie pour faire face à des menaces qui elles le sont. Aujourd'hui finalement la menace que historiquement on avait finalement dans une guerre je dirais entre comme le développement de haute technologie, parce que la menace était essentiellement liée à ça. Aujourd'hui finalement le panel de technologies auxquelles on doit faire face est beaucoup plus large. L'idée étant bien sûr de maintenir une supériorité opérationnelle, finalement qu'on soit rustique ou hyper techno. L'objectif c'est de conserver cette supériorité opérationnelle. Bon, alors cette planche vous l'avez vue ce matin. Alors on va quand même la regarder. On a dit 4000 PME, 230 000 personnes. Alors aujourd'hui, sur l'Occitanie, puisque finalement c'est de ça dont on parle, c'est à peu près 10% des chiffres qui sont présentés là. On a 4 grands MOI sur notre région, Nexter, Airbus Defence and Space, Safran et Thales. On a voilà, à peu près 21 000 personnes aujourd'hui travaillant pour nous, et puis un chiffre d'affaires annuel d'environ un demi-milliard d'euros par an. Voilà. Alors, j'ai évoqué donc la mission de la DGA et qui finalement, dans le cadre de sa réorganisation qui a été définitivement validée par décret au mois de mars, pour redonner finalement, pour donner, si vous voulez,
l'importance qui est aujourd'hui portée à la base industrielle et technologique de défense, a été créée au sein de la DGA une direction de l'industrie de défense. Ça veut tout dire, rien que le titre veut tout dire. Sa mission est vraiment, dans le contexte d'économie de guerre, donc qui vise à accompagner l'ensemble de cette BITD à se mettre en capacité de pouvoir produire plus vite, tout en conservant la qualité, etc. Une direction qui vise à orienter donc, les choix de ces industriels, donc, avec les maîtres d'œuvre industriels et au profit de la supply, et de les soutenir, c'est-à-dire de les accompagner dans les différentes problématiques. Problématique ne veut pas dire obligatoirement problème, hein, mais les différents sujets qui sont liés à leur développement et pour qu'ils puissent répondre finalement aux attentes qui sont les nôtres. C'est pour ça que donc, cette direction a été créée, qui représente à peu près 600 personnes aujourd'hui, essentiellement en centrale à Paris, et qui a amené aussi à la création dans chacune des régions de France d'un représentant. Donc moi je suis le représentant de la DID pour l'Occitanie, et dont la mission est, comme je le disais tout à l'heure lorsque je me suis présenté, est d'être l'interlocuteur de premier niveau de ces entreprises. Une entreprise aujourd'hui de la BITD qui a un sujet particulier, une question, un besoin d'information, un besoin d'orientation, quel que soit le sujet, un sujet d'innovation, un sujet d'export, un sujet de réglementation, un sujet de développement, un sujet de financement, etc., se tourne vers son attaché de défense, qui soit a la capacité de répondre en propre, soit finalement remonte le sujet en administration centrale comme un back-office pour pouvoir lui donner les éléments de réponse le plus rapidement et l'accompagner. Donc aujourd'hui, c'est bien ça la mission de la DID et de ses représentants en région, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir le discours que l'on a vis-à-vis du développement des capacités industrielles pour se mettre en économie de guerre sans derrière être au plus près et en soutien des entreprises. Et un dernier point, oui, je voulais revenir sur cette fameuse LPM dont on a déjà parlé ce matin et cet après-midi. Donc là, j'ai repris des éléments, bien entendu, du texte. Hein. On voit d'ailleurs que la défense de l'Hexagone et de l'Outre-mer, parmi la défense de l'Hexagone et de l'Outre-mer, pour la grande majorité des gens, on dirait bon, bah, c'est de disposer des forces, des moyens, etc. Aujourd'hui, la BITD apparaît clairement comme un élément contribuant directement à la défense du territoire. On a parlé aussi de nouveaux espaces de conflictualité. Globalement, et d'une manière historique, hein, c'était terre-air-mer, les espaces. Aujourd'hui, le cyber et le spatial sont aussi des espaces dans lesquels il faut, et là, pour le coup, la hypertechnologie est absolument nécessaire, absolument que l'on soit en capacité de faire face à ces nouvelles menaces qui sont des réalités. Hein. Je veux dire, il suffit de regarder, alors au moins pour le cyber, il suffit d'écouter le JT ou d'écouter les infos. Bon, ben, le nombre d'attaques voilà, c'est quasiment quotidien, hein. C'est quotidien d'ailleurs. Il y a celles dont on entend parler, et puis il y a celles dont on n'entend pas parler. Et puis l'espace est aussi un nouvel espace de conflictualité. Juste sur ces deux points, en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de développer des capacités offensives sur ces deux espaces, pour faire simple. Les deux, défensives bien entendu et offensives. Alors, la question c'est que c'est veut dire maintien en conditions opérationnelles? Ouais. Alors ça c'est un élément extrêmement important. C'est pas le tout d'avoir plus de chars, d'avions, de bateaux ou d'équipements. Ce qu'il faut, c'est effectivement les maintenir en conditions opérationnelles. MCO, c'est le maintien en conditions opérationnelles, c'est le soutien. C'est-à-dire qu'on va avoir, comme ça a été dit ce matin, des taux d'attrition importants. À partir du moment où on va utiliser l'ensemble de ces équipements pour le conflit, ben, ils vont être eux aussi victimes de ripostes et de dommages. Le maintien en conditions opérationnelles est indispensable à la tenue des opérations. C'est quelque chose que dans une armée de temps de paix ou dans un temps de paix que l'on a vécu depuis des années, finalement on avait un peu laissé tomber. Madame Parly, à l'époque où elle était ministre, avait déjà
mis le doigt sur cette problématique en disant mais moi c'est pas le tout d'avoir des avions, des hélicoptères, etc. Si finalement leur taux de disponibilité, c'est-à-dire le temps qu'on passe à les maintenir par rapport au temps où on les utilise n'est pas bon, ça ne me permet pas d'assurer la mission. Donc aujourd'hui, la nécessité d'avoir un niveau de MCO qui soit à la hauteur finalement des engagements à venir. Hein. Le fait de dire il faut qu'on se prépare pour un conflit de haute intensité, c'est pas le tout d'avoir les moyens, il faut pouvoir les maintenir. Donc ça, et donc on a une augmentation extrêmement importante. 10 milliards par rapport à l'innovation, c'est aussi un élément important. Globalement, jusqu'à présent, ces dernières années, on était à peu près à 700 millions. Donc c'est sur la durée de la LPM, hein, le milliard. On était à peu près à 700 millions par an. Donc on a là aussi quand même un effort important, notamment par rapport à ces nouveaux espaces de conflictualité. Et voilà. Oui, après, voilà, j'avais donné quelques éléments chiffrés sur les efforts que l'on va consacrer, notamment au spatial, à la cyber, et au domaine des drones que Florent a évoqué et qui finalement représente, c'est vrai que et c'est vraiment l'exemple symptomatique de cette rusticité, représente une menace extrêmement importante, et aussi un moyen nouveau de combat pour nous. Oui, vous l'avez vu, le ministre est venu à Toulouse le 29 février pour visiter l'entreprise de l'air, qui a obtenu un contrat pour les armées françaises en matière de drones d'observation et de drones kamikazes, mais aussi pour fournir à l'armée ukrainienne des drones kamikazes. Juste un petit point sur le MCO, comment ça se passe, c'est que quand on a un programme d'armement, la DGA livre, on va dire, 3 ans de MCO, avec le matériel. Et ensuite, il y a un passage de témoin, c'est l'armée utilisatrice qui va assurer le maintien en condition opérationnelle de son matériel. Alors plus on s'en sert, ben voilà, c'est un peu comme les piles Vondair, plus ça s'use. Et les logiques sont en train de changer. Avant, on était dans des logiques... On me coupe la parole, c'est ça. On était dans des logiques d'achat de pièces de rechange, etc. Beaucoup de contrats ont été modifiés et on achète des heures de disponibilité. C'est comme ça qu'on fonctionne sur les réacteurs d'avion, sur les hélicoptères. On achète, même pour les chars, on achète de la disponibilité. Parce qu'on s'aperçoit que le système de pièces détachées, ça ne fonctionne pas. Donc, et c'est pour ça, ça fait le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure dans le décret, on a un petit peu, enfin, ce qui est prévu avec le décret sur les stocks, on a un petit peu externaliser la constitution du stock. Donc nous on demande un volume d'heures de disponibilité et derrière on va dire à l'industriel, en plus tu constitues en cas d'utilisation massive, tu constitues des pièces détachées. Et puis deuxième point, le retour de la guerre en Ukraine, ça a des effets importants par exemple sur le taux d'usure du canon du César. Vous savez que le César a été utilisé les premières fois en Europe, mais surtout après sur la bataille de Mossoul, mais avec des cadences de tir assez faibles, alors que les Ukrainiens, en fait, ils tirent, et derrière, les canons s'usent, et ça va impacter la précision de la pièce d'artillerie, alors que le canon César est quand même a une supériorité en termes de précision. Donc tout ça, ce sont des retours d'expérience qui sont pris en compte et qui sont en train d'être gérés pour que nous, on puisse se préparer à un conflit de haute intensité. Merci beaucoup. Alors on va effectivement passer au temps des questions. Non. Peut-être répéter, reprenez la question. Ça marche ça ? Oui. Donc la question qui est posée, c'est si on achète de la disponibilité, est-ce que ce sont les civils qui viennent sur les théâtres ? Non, ce ne sont pas les civils qui viennent sur les théâtres, comme l'a dit Florent. Finalement, on fait en sorte que dans la conception, et ça c'est la responsabilité de l'industriel, le MCO soit pris en compte dès le début de la conception. Très souvent, finalement, on développait les matériels à travers finalement les développements technologiques. Puis après, on se disait comment on fait pour l'entretenir. Donc là, maintenant, on fait en sorte de l'intégrer au plus tôt, ce qui fait que finalement, on le rend
déjà plus facilement maintenables. Et ça, ce sont des équipes, comme on l'a dit, hein, des équipes des forces qui le font. Et comme l'a dit également Florent, finalement, en leur demandant un taux de disponibilité, ils font des stocks. Ils font des stocks chez eux. Et finalement, c'est eux qui gèrent l'ensemble de ces stocks. Et lorsque, finalement, en opération, on a besoin potentiellement de changer des pièces, alors on a un petit stock, mais finalement, l'essentiel du stock est ailleurs. Et c'est eux qui nous livrent. Pour compléter la réponse, il y a plusieurs niveaux d'entretien, en fait. Vous savez, on a des niveaux d'intervention technique, l'échelon du combattant, ensuite l'échelon, on va dire, de l'atelier régimentaire. On a également en propre des ateliers industriels. Ça, c'est un premier point. Donc chacun, ce sont des militaires qui mettent ça en œuvre. Et après, quand c'est vraiment un gros sujet, il faut refaire le moteur, mais ça, c'est l'industriel qui peut le refaire. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, il y a deux types d'entretien. Il y a l'entretien curatif et l'entretien préventif. Quand on est sur des logiques on achète de la disponibilité, c'est très valable pour les aéronefs. On sait qu'au bout de tant d'heures d'utilisation, il y a telle pièce à changer. Donc si on sait qu'en opération, on va voler 3 fois plus que ce qu'on fait en temps de paix, l'industriel est prévenu et il met les moyens à disposition pour assurer le bon entretien. Et ce qui est en train d'être fait, c'est qu'on essaye de passer, avec tous les logiques d'intelligence artificielle, etc., sur des matériels terrestres, on essaye de les passer en entretien préventif. On essaye de déterminer à partir de quel moment la pièce va être usée plutôt que d'intervenir en curatif lorsque la pièce est tombée en panne et lorsqu'elle est usée. C'est un gain en disponibilité, mais ça demande un peu plus de technicité. Je me demandais juste, pardon, merci. Si éventuellement vous pouviez peut-être nous faire un point, parce qu'on lit des choses dans la presse, sur la situation des forges de Tarbes. Voilà, on lit beaucoup de choses, donc peut-être un point mieux renseigné, on va dire, sur la situation de cette entreprise, de la production donc des obus, hein, du canon César, et puis peut-être aussi sur le fait de savoir si, étant donné justement les volumes dont on parle, ce type d'entreprise est encore adapté à des productions beaucoup plus cadencées d'obus. Vous avez été comme moi, vous avez été coupé mais on a quand même entendu. Et on vous rassure, nous aussi on lit la presse. Alors, qui répond? Enfin, moi j'ai travaillé sur les forges de Tarbes depuis 2016 parce qu'ils sont passés de repreneur en repreneur. Mais je vais laisser Olivier répondre plutôt. Donc les forges de Tarbes fait naturellement partie de la BITD compte tenu de son activité. Et alors je vais faire une réponse peut-être très politique. Elle est suivie de très très près, compte tenu effectivement de tout ce qu'on peut lire dans la presse et d'un certain nombre de réalités. Par contre, on ne peut pas en dire plus aujourd'hui. Non, mais il est clair que le sujet est important parce que vous voyez que en fait, les Ukrainiens manquent de munitions, manquent d'obus. On n'arrive pas à fournir ce qui doit être fourni au niveau européen et les Américains, pareil, sont à la traîne. Donc tout est bon pour produire, en fait. Voilà, ça c'est le sujet. Sans rien dévoiler, c'est un outil quand même qui était vieillissant, qui datait du GIAT, etc. C'est un bassin sur Tarbes qui était largement sinistré, donc il faut remettre en état pour passer à des productions beaucoup plus élevées sur l'atelier, sur les forges de Tarbes. Il y a quelque temps, ça appartenait à Valourec. C'était avant ce conflit, cette guerre en Ukraine. Il y avait des projets de reprise avec de la diversification parce qu'en fait, ils faisaient aussi des outils de forage pour l'industrie du pétrole et il n'y avait plus de débouchés parce que les prix avaient été cassés avec les Américains et l'exploitation du gaz de schiste. Donc il a fallu trouver des débouchés et puis voilà, ça c'est un effet conjoncturel. On se remet à produire des obus en grande quantité pour nos forces et pour les Ukrainiens. Oui, sur quelque chose que vous avez évoqué il y a quelques minutes. Vous avez parlé des différents champs d'action des armées, de la DGA.
Alors ça ne concerne probablement, enfin peut-être pas directement la DGA, mais vous avez semblé dire que oui. Vous avez dit le cyber et l'espace font partie des domaines sur lesquels la DGA travaille, et vous avez ajouté en défensif comme en offensif. Quand on épluche régulièrement la presse, on peut avoir le sentiment, j'avoue que c'est le mien très clairement, qu'il y a plein de gens autour de nous, d'États qui sont clairement offensifs dans ce domaine-là. J'espère que c'est pour des raisons tactiques qu'on ne voit rien concernant les Français, ou peu de choses en tout cas dans le grand public, mais on a parfois l'impression que le côté offensif dans le cyber, on est en train presque de le découvrir. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe nos armées ou la DGA depuis plus longtemps que ça? Ou alors c'est vraiment quelque chose qui a 1 an, 2 ans, qu'on prend réellement au sérieux depuis très peu de temps? Sur ces deux champs, bon, ce sont des sujets qui sont un peu sensibles, en fait, un peu confidentiels. On a développé depuis longtemps des capacités défensives, comme l'a reprécisé Olivier, à la fois dans le champ cyber et dans le champ spatial. Mais on en a eu assez au niveau des satellites de venir se faire renifler par des satellites russes. Donc il y a une stratégie spatiale qui est en phase avec l'installation du commandement de l'espace à Toulouse, qui vise à se donner des moyens offensifs dans le champ de l'espace. Ça, c'est pour le spatial. Ça, c'est dans la presse, dans les sources ouvertes. Sur le cyber, on a une DGA qui est spécialisée, qui est à Rennes, DGA maîtrise de l'information, DGA MI, dont c'était le métier depuis longtemps, d'assurer la protection de nos équipements. Parce qu'en fait, vous vous rendez bien compte que quand on envoie un système d'armes, je ne parle pas d'un équipement, je parle de système d'armes, il y a besoin qu'il soit également durci en matière cyber. On ne peut pas se faire brouiller un aéronef, un hélicoptère, un drone par un hacker avec son sweat à capuche sur la tête. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est déjà durci, c'était déjà un sujet d'expertise de la DGA. Maintenant, on développe, et il y a eu beaucoup de recrutements sur Rennes, on développe la capacité offensive. Mais ce n'est pas une capacité offensive de hacker pour répondre à des hackers, ce n'est pas le sujet. Ça, c'est plutôt l'ANSSI qui assure cette partie-là. Mais on se donne la possibilité, en cas de conflit de haute intensité, de venir aussi brouiller les systèmes d'armes adverses. C'est ça le sujet quand je parlais de capacité offensive dans le cyber. Olivier ? Juste en complément, hein, comme l'a dit Florence, ce sont deux sujets extrêmement sensibles. Et effectivement, si on en parle depuis peu, on a anticipé ces sujets-là. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais effectivement, le sujet cyber est un sujet sur lequel on travaille depuis de très nombreuses années, parce qu'il faut développer aussi des compétences, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Sur la planche où je présentais la DGA, il y avait effectivement équiper les forces, mais il y avait une autre partie que j'avais oubliée dans notre vocation, c'est préparer l'avenir. C'est-à-dire être toujours en veille sur l'évolution de la menace et des technologies qui vont avec. Bon, sur le sujet de la cyber, c'était une évidence. Dans le spatial, on parlait donc de ces satellites russes, et ils ne sont pas les seuls à venir renifler les nôtres, pour parler vulgairement. Bon, ben là, c'est pareil, on n'a pas attendu que ça se passe. Après, voilà, il y a une nécessité. Tout n'est pas secret et tout n'est pas classifié dans la défense, mais par exemple sur ces sujets nouveaux, il est clair qu'on se doit d'être d'autant plus discret, dans le sens où finalement il ne faut pas que les autres se doutent qu'on est en capacité à minima de les contrer, et au mieux de leur faire du mal. Caroline nous a rappelé que c'était l'heure, donc on vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.